Combien de temps Boris Johnson va-t-il encore tenir à la tête du gouvernement britannique ? Plusieurs ministres ont démissionné hier à cause des scandales à répétition. À la recherche de compromis, la première ministre française Elisabeth Borne prononçait ce mercredi son discours de politique générale. Le Parlement européen reconnaît le nucléaire et le gaz comme des énergies durables qui pourront obtenir des subventions de l'Union pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une véritable hémorragie à laquelle est confronté le gouvernement de Boris Johnson. Mercredi, plus de 40 membres de son équipe ont démissionné. Des ministres, des secrétaires d'État, des hauts fonctionnaires dénoncent les scandales à répétition autour du Premier ministre britannique. Toute l'équipe dirigeante a défilé au 10 Downing Street. Certains ont apporté leur soutien à Johnson, d'autres lui ont demandé de démissionner. Il y a même eu le renvoi d'un secrétaire d'État trop critique vis-à-vis de son chef. La dernière affaire compromettante, c'est l'arrivée au gouvernement d'un homme accusé d'attouchement sexuel sur plusieurs hommes. Le Premier ministre avait connaissance des faits mais prétend les avoir oubliés au moment de la nomination. Lors d'une séance houleuse à la Chambre, Boris Johnson a refusé de démissionner malgré la pression. Franchement, Monsieur le Président, le travail d'un Premier ministre dans des circonstances difficiles lorsqu'on lui a confié un mandat colossal, c'est de continuer. Et c'est ce que je vais faire. L'opposition dénonce un spectacle pathétique. C'était la même chose lorsque l'argent des contribuables était détourné. C'était la même chose lorsque lui et ses camarades ont fait la fête pendant le confinement. Quiconque démissionne maintenant, après avoir défendu tout cela, n'a pas la moindre parcelle d'intégrité. Monsieur le Président, est-ce que l'on n'assiste pas au premier cas enregistré de navires quittant le Rhin ? Boris Johnson était déjà politiquement très affaibli par le Partygate, le scandale de soirées organisées chez lui en plein lockdown. Au sein même des conservateurs, certains manœuvrent pour le pousser rapidement dehors. La première ministre française prononçait ce mercredi son discours de politique générale face aux députés. Un exercice complexe pour Elisabeth Borne car le parti d'Emmanuel Macron ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée. Notre correspondante à Paris, Annelise Borges, était présente au Palais Bourbon. Depuis trop longtemps oublié dans notre vie politique. À l'Assemblée nationale, l'ambiance était électrique pour le premier discours d'Elisabeth Borne, un discours livré devant un public assez hostile, à un moment marqué par des interruptions, même des cris de la part de certains députés. Elisabeth Borne qui a essayé d'aborder certains des principaux défis pour la France selon l'administration d'Emmanuel Macron. Elle a beaucoup parlé de la crise énergétique, mais aussi du changement climatique, de la sécurité nationale et même de la paix en Europe. Mais le message principal de la nouvelle Première ministre, c'était un appel à un compromis politique. Elisabeth Borne a demandé aux députés de travailler ensemble pour bâtir un nouveau modèle capable de relever ces défis, un projet politique noble pour certains, mais si cette séance est un signe des choses à venir, un projet qui va être difficile pour la Première ministre de défendre. Annelise Borges à Paris pour Euronews. Pagaille sur les rails ce mercredi en France. Les départs en vacances étaient perturbés par une grève à la SNCF. Les TGV, les TER et le réseau francilien étaient touchés. Ça ne me dérange pas, au contraire, je trouve que c'est normal. Et je pense que c'est bien que les gens se mobilisent. Les 4 syndicats des cheminots avaient appelé à un mouvement social pour réclamer une hausse de 7% des salaires face à une inflation qui s'envole. Le problème numéro uno en France, ce n'est pas les grèves à la SNCF, c'est le blocage des salaires, c'est que les salaires ne suivent pas le pouvoir d'achat. À l'issue de cette journée de grève, la direction de la SNCF a accordé une augmentation médiane de 3,1% à l'ensemble de ses salariés. Le gaz et le nucléaire sont considérés comme des énergies durables. Le Parlement européen a rejeté mercredi une proposition qui visait à exclure ces deux ressources de la taxonomie. Autrement dit, le gaz et le nucléaire pourront bénéficier des investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Pour les eurodéputés écologistes, ce résultat remet en cause la feuille de route environnementale des 27. C'est un désastre pour le pacte vert. Si vous voulez perdre toute crédibilité en vous tirant une balle dans le pied, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le vote s'annonçait serré dans l'hémicycle. Les groupes politiques étaient eux-mêmes fracturés par les intérêts nationaux.
Finalement, le scrutin s'est révélé assez clair. Une majorité de 328 eurodéputés contre 278 ne s'oppose pas à considérer le nucléaire et le gaz comme des énergies de transition. Pour les partisans de la proposition faite en janvier par la Commission européenne, ce pas est nécessaire. Je pense que cela reflète les besoins. Le gaz est possible uniquement pour remplacer le charbon, seulement avec les meilleures technologies disponibles. Concernant le nucléaire est risqué, c'est pourquoi il n'est pas dans la catégorie verte, mais c'est une énergie décarbonée. C'est donc utile dans la lutte contre le changement climatique. La bataille politique autour de ce texte est fondamentale dans l'engagement climatique des 27, car la taxonomie permet de classifier les investissements considérés comme durables ou non dans l'Union européenne. Le gaz et le nucléaire sont donc rangés dans la catégorie des énergies qui permettent de réduire les émissions de CO2. Si le Conseil, l'institution qui représente les États membres, ne s'oppose pas non plus à cette classification, alors la législation entrera en vigueur en 2023. Tout quitter et partir pour tenter de rester en vie face à l'avancée des troupes russes dans la région de Donetsk. Ces habitants de Sloviansk s'y sont résolus ce mercredi, suivant les recommandations du gouverneur ukrainien de la région. Certains d'entre eux ont parfois tout perdu dans les intenses bombardements russes survenus ces derniers jours. Selon le maire de Sloviansk, près de 23 000 personnes restaient à être évacuées ce mercredi. La prise de cette ville, qui comptait 110 000 habitants avant la guerre, est devenue l'un des nouveaux objectifs de la Russie. Ces images montrant des soldats ukrainiens au combat dans la région de Donetsk dateraient de ce mardi. Elles ont été rendues publiques par le ministère ukrainien de la Défense. Ces images de frappes aériennes ont quant à elles été diffusées par le ministère russe de la Défense qui dit avoir tué une centaine de personnes qualifiées de nationalistes ukrainiens du côté de Kharkiv. Une information démentie par Kiev. Dans cette guerre, qui est aussi une guerre de communication, les images de propagande se multiplient des deux côtés. Ces images, fournies là encore par le ministère russe de la Défense, montrent un prêtre aspergeant d'eau bénite une voie ferrée ce mardi, sans indication de lieu. Ici, dans la région de Kharkiv, région voisine de Donetsk, des soldats ukrainiens creusaient des tranchées ce mardi pour tenter de fortifier et de protéger les positions autour de la deuxième ville du pays. Son émotion est palpable. Parti à pied du Royaume-Uni il y a 11 mois, Mohamed Adam a parcouru 7000 km pour rejoindre la Mecque, en Arabie Saoudite. Il vient d'arriver pour y accomplir son pèlerinage. J'ai pleuré quand je suis arrivé. C'est un sentiment incroyable qui me laisse à court de mots. Je me sens serein et très proche de Dieu avec beaucoup de spiritualité. Comme lui, 1 million de pèlerins venus du monde entier sont attendus à la Mecque pour le Hajj, le plus grand pèlerinage musulman. Après 2 années de limitations drastiques à cause de la pandémie de Covid-19, c'est la première fois que le royaume accueille un nombre aussi important de pèlerins. Grâce à Dieu, hier c'était la première fois que je voyais la Kaaba. C'est tellement beau. Je rêve de ce jour depuis plus de 12 ans. J'économise de l'argent depuis 3 ans. Je devais venir l'année dernière, mais je n'ai pas pu à cause du coronavirus. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman qui en a les moyens doit l'effectuer au moins une fois dans sa vie. L'Australien Simon Clarke a remporté la 5e étape du Tour de France ce mercredi entre Lille et Arenberg. À l'issue de cette course, dans la poussière et les pavés du nord de la France, Primož Roglič a perdu plus de 2 minutes sur son compatriote, l'ultra favori Tadej Pogačar. Simon Clarke s'est imposé sur le fil et Wout van Aert conserve pour sa part son maillot jaune malgré une chute. Au classement général, l'Américain Neilson Powless grimpe sur la 2e marche du podium. Tadej Pogačar pointe à la 4e place. Jeudi, les coureurs s'élanceront de la ville belge de Binche pour rallier Longwy, une étape de près de 220 km.